Bien, on continue ici l'émission en studio. Vous avez suivi cette actualité. Malheureusement, Babila Keita, la route qui fait à nouveau des victimes du côté de Sangaredji. Effectivement. Oui, allez-y. Voilà, effectivement, la route qui continue de faire des morts. En Guinée, on en a assez en parlé et on ne cessera pas parce que jusque-là, le phénomène continue. C'était dans la nuit du mercredi à hier jeudi que cet accident est survenu. 6 morts justement est survenu du côté de Sangaredji. Et bien, on parle d'un camion dont le système de freinage a lâché et qui s'est finalement renversé. Et le bilan, ce sont ces 6 personnes qui ont été arrachées à la vie. Et c'était dans la localité, dans la zone minière de Aïkoui. Aïkoui, ça c'est dans la sous-préfecture de Sangaredji. Oui. Et donc, selon les sources, comme je l'ai dit, c'est le système de freinage, mais est-ce vraiment celui-là? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est ce qui s'est dit toujours, voilà, c'est ce qui s'est dit toujours, mais en tout cas, il faut dire que ça a été une triste réalité, une triste situation qui soit arrivée dans cette localité minière. Ça relance encore le débat sur justement cette question de contrôle technique des véhicules, sur justement le respect du code de la route, sur n'est-ce pas, les conditions d'acquisition des permis de conduire. Beaucoup de questions sont soulevées aujourd'hui suite à cet accident. Et je vous rappelle qu'il y en a aujourd'hui près d'une trentaine d'accidents qui ont fait au moins plus d'un mort. Plus de morts dans notre pays. Donc c'est une situation qui nous désole encore une fois. On est arrivé à 40 morts à un moment donné avec les accidents. Effectivement. Oui. Allez-y, Emmanuel, sur la question. Sur la question, je pense que la sécurité routière dans notre pays est un domaine où, comme plusieurs domaines d'ailleurs, où il faut une véritable réforme. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, où ces derniers temps, il y a une sorte de réglementation qui fait en sorte que lorsque vous commettez certaines infractions, certaines contraventions, on vous enlève des points sur votre permis. Sur le permis, c'est comme ça se fait ailleurs. Voilà. Dans les pays les plus sérieux, si vous vous comportez mal dans la circulation, vous perdez des points. Et si vous ne faites pas attention, vous risquez de perdre le permis, carrément. Exactement. Mais cela ne peut avoir que d'impact que si le contrôle est je sais que tu m'attendais là-bas. Mais, oui, mais c'est ça. C'est bien de partager les belles expériences. Voilà, il faut s'inspirer. Il faut s'inspirer. Je me rappelle quand on parlait du recensement général de la population, vous avez parlé de s'inspirer d'autres modèles. Donc, je fais de votre exemple le mien. Donc, il faut s'inspirer de ce qui se passe de bien ailleurs. Et ça doit être quelque chose d'uniforme. Ça doit être une réforme d'ensemble. On ne peut pas prendre des solutions conjoncturelles, comme on le dit très souvent, pour des problèmes structurels. On va se limiter à dire on va mener des enquêtes qui visiblement refusent de se refermer, tellement que la porte est fermée. On a du mal à boucler les raisons pour lesquelles il y a eu ce genre d'accident, mais aussi on a du mal à trouver de véritables mécanismes pour anticiper ce genre d'action. Il y a longtemps que vous parlez d'accidents dans ce studio-là, il y a longtemps que vous dénoncez les questions d'entretien routier, les questions de contrôle technique. Il y a tellement d'émissions qui ont été faites là-dessus. Je pense qu'à un moment donné, il y a tellement d'enquêtes aussi qui ont été ouvertes. Il y a tellement d'enquêtes. Je me rappelle de l'époque du procureur Charles Wright, l'accident lors de la tournée gouvernementale qui s'est produit. Oui, avec le ministre de la Justement, Sécurité. il est monté au créneau, il a fait une dénonciation, il a tapé du poing sur la table pour dire les responsabilités vont être situées, mais jusqu'ici, rien n'en est. Alors, pour le cas précis de cet accident de Sangaredji, moi j'ai envie de comprendre une chose. Vous parlez de contrôle technique, ça c'est pour les véhicules. Du point de départ jusqu'à l'arrivée, ces camions-là dépassent des points de contrôle, et parce qu'on nous apprend que c'est un camion qui contrôler le système de freinage. Oui. Non, je parle des contrôles. Après les contrôleurs. Des contrôleurs à travers les différents points qui sont installés là sur le long des routes. Parce qu'on nous apprend. Vous parlez de quel point? On nous apprend là que ce camion transportait à la fois du bois, mais aussi des passagers. Donc, ce contrôle, au-delà du véhicule, mais
le contrôle sur le contenu de ces camions-là qui, en général, font des accidents. Ils passent des points de contrôle quand même pour arriver à leur destination. Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Après, très souvent, ces contrôles, ça se passe en 2-3 secondes. Dès que le conducteur comprend le langage qu'il faut porter à des points de l'argent. Non, c'est cela. Voilà, dès qu'il comprend le langage de quel langage Emmanuel, quel langage? Le langage qu'il faut pour passer. Mais par rapport au contrôle technique, par exemple, ça fait plusieurs années qu'on en parle. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pour que cela soit une réalité et qu'on ne permette pas quand même à des cercueils volants de prendre Il faut de la volonté. de prendre des personnes et d'aller les jeter. On ne dispose même pas de centre de contrôle technique. Justement, il y a eu combien? On en a parlé depuis. Il y avait Civita dans les années 90 jusqu'au début des années 2000, mais qui a disparu de Balamoussa, un certain Balamoussa, je crois. Le dossier est pendant encore devant les juridictions parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a récemment d'ailleurs le Premier ministre qui a été saisi par rapport à une situation qui a adressé un courrier au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qui a fuité effectivement et demandant au ministre de l'administration du territoire de prendre les dispositions par rapport à ce qui arrivait à Balamoussa parce qu'on lui a exproprié ces domaines, notamment à Matam. Il y avait un autre domaine à Matam d'abord, à Bonfim et Carrière, je crois, et ensuite à Koza, où on doit mettre, je ne sais pas, le centre pour les jeunes et autres. Oui. Et entre-temps, je ne sais pas qu'est-ce qui a cloché entre-temps, le Premier ministre a retiré son courrier qu'il a adressé au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, comme si il revenait sur ce qu'il avait déjà dit. Mais il y a encore des problèmes. On est en train de suivre ce dossier. Peut-être dans les jours à venir, on aura assez plus de temps pour en parler parce que on a l'impression que le contrôle technique n'est pas une priorité dans notre pays parce que les pots de vin, parce que vous savez, c'est en Guinée, vous venez avec votre capital de 50 000 $, celui qui vous permet d'obtenir votre agrément et entre autres, vous demande 25 000 $. Alors que vous êtes rentré avec 50 000 $, on vous demande la moitié de ce que vous avez en poche. Ça devient compliqué. Donc, il y a aussi ces problèmes. Mais je crois sur le cas spécifique de Civita, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que les extensions avaient commencé du côté de Kankan, de Kamsar, de Labé et autres. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne cloche toujours pas? On est sur les traces et je crois les jours à venir, on en parlera davantage. On est dans un marché libéral. Alors, en attendant que le dossier Civita ne connaisse son épilogue, je pense que l'État peut prendre des dispositions pour vraiment combler le vide qui se trouve là. On n'est pas en manque d'investisseurs, en tout cas dans ce domaine-là. Mais justement, comme il l'a dit, est-ce que les conditions sont créées pour permettre à ceux-là qui voudront investir dans ce domaine de s'établir dans notre pays? Aujourd'hui, on priorise des choses qui ne sont pas, de mon point de vue, vraiment prioritaires. Il y a, par exemple, il y avait ces permis, on a installé cette société BSD. Oui, aujourd'hui, en train de révolutionner l'immatriculation. D'accord? Il y a cette autre société qu'on a fait venir pour l'octroi des permis, malgré que le prix soit aujourd'hui exorbitant, n'est-ce pas? Ça, c'est dénoncé à longueur de journée. Mais tout cela tourne autour de quoi? Autour, n'est-ce pas, du secteur des transports. Du secteur des transports où les engins sont vieillissants, on a des tombeaux ouverts qui sont en train de circuler. Mais en même temps, est-ce que les citoyens eux-mêmes ne devraient pas prendre conscience, éviter par exemple d'être avec des marchandises? Vous montez avec du bois, vous êtes avec des... Ça c'est un fait. Allez-y au carrefour de la tannerie, là. Les taxis qui font le transport entre Koza et tannerie, qui ne sont même pas immatriculés. C'est des véhicules qui sont vraiment vieux. Mais ceux-là qui sont dans ce transport-là gagnent leur quotidien à travers ça. Vous allez dire à ces gens-là aujourd'hui qu'il faut détruire tous ces véhicules-là? Non, pas détruire. C'est un exemple. Et donc, s'il n'y a pas l'État, il revient à l'État de prendre des dispositions pour que nous disposions, n'est-ce pas, de centres de contrôle technique qui peut permettre à tout détenteur de véhicules de circuler ou non. Tu n'as pas compris. On parle là des magasins, des gros porteurs qui à la fois transportent et les personnes
et les marchandises à la fois. Vous faites le voyage tous à l'intérieur du pays, on voit ces véhicules-là, même au-delà du poids réglementaire. Des personnes qui s'essayent même sur les bagages. Même sur les bagages. Voilà. Donc c'est de cela on parle, cette conscience-là au niveau des citoyens d'abord, avant l'État. On peut se dire quand même, moi je ne prendrai pas un camion où il y a les bois, où il y a les animaux, où il y a les marchandises, il y a même des taxis. Il y a même des taxis. Pour ne même pas parler des gros porteurs, il y a même des taxis ici qui circulent à Conakry, des minibus. Vous voyez, vous savez que c'est des cercueils ambulants. Mais les citoyens sont parfois plus pressés pour le fait d'arriver à destination que d'arriver sain et sauf à destination. Mais ils passent devant, justement, ces services de sécurité qui ont pour rôle, justement, de réguler. Ils passent, voyez, allez-y à Matam les mercredis et les jeudis pour voir ces minibus volumineux comme ça avec des bagages, mais aussi avec 22 ou 23 personnes à bord, d'ici à Nzérékoré. Ça, c'est un autre danger parce que si on ne prend pas garde par rapport à cette situation, on risque de se retrouver face à des situations vraiment qui vont impossible être très déplorables. À chaque fois. Paix donc aux âmes des différents disparus du côté de Sangaredji. Alors, Daouda, cette information, avant de clôturer l'émission, un élément des forces spéciales qui aurait tiré sur un jeune qui a effectivement tiré. Qui a effectivement tiré. L'information est de Radio Espace. C'était hier dans l'après-midi, vers 14h, nous apprenons que le monsieur s'est installé dans un maquis à Sangoya, pharmacie, et en compagnie d'un autre militaire. Alors il s'installe de débat en débat, ils ont échangé, le gars aurait dit qu'il va tirer. Et vous savez, hein, les forces spéciales sont vraiment spéciales. Partout. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Peut-être que ce dernier est particulier. Non, s'ils disent qu'ils sont spéciaux, ils sont vraiment spéciaux. Ils sont vraiment spéciaux. Aujourd'hui, ils ne sont pas... C'est les seuls qui ont les revolvers. Ils ne sont pas à la même loge que les autres militaires aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Il est rentré avec son arme dans un maquis. Alors, de discussion en discussion, vous savez quand même un maquis c'est où? Qu'est-ce qui se passe dans un maquis? De discussion en discussion, et il sort son arme qu'il va tirer. Son ami tente de l'arrêter, mais malheureusement, pour le premier coup, sous ses pieds, et ça atteint quelqu'un au pied, et il sort, il tire également de façon horizontale un deuxième coup, et le troisième, il tire en l'air, et c'est cette balle qui va atteindre quelqu'un qui n'était même pas dans le maquis, qui était de passage, qui a été atteint à la tête et qui a été d'urgence admis au centre de santé du PA de Sangoya, et lui également qui a été mis aux arrêts. Comme pour dire qu'il faut davantage rappeler à nos militaires que lorsque vous venez dans une boîte de nuit, vous venez dans un maquis, vous ne devez pas porter sur vous votre arme. Normalement, même dans la circulation, ils ne devraient pas se promener avec leurs armes. Alors, c'est tout le contraire aujourd'hui. Ce qu'il était en train de dire, les forces spéciales sont vraiment spéciales. Ce sont les seuls de l'armée aujourd'hui qui se promènent avec leurs revolvers. Ils ont leurs pistolets sur eux. Partout où ils passent, qu'ils soient en service ou pas, ils ont ça sur eux. Et donc ça, c'est une spécificité aujourd'hui de ce corps. Au-delà de ce fait, l'autre aspect qu'il faut signaler justement, même dans les boîtes de nuit, comme on le dit, j'étais à Cancan récemment, j'ai vu des hommes en uniforme dans une boîte, mais vous n'allez pas croire, ça se passe de commentaires. Armés dans une boîte de nuit. C'est en Guinée maintenant, on voit ça. Des hommes qui sortent, et même dans la circulation, vous allez apercevoir quelqu'un sur la moto, il a derrière lui... automatiquement, vous voyez une arme. Il y a d'autres qui ont même les PMAK dans les taxis. Effectivement. Donc, dans les taxis. Dans les taxis. Donc, et une fois, d'ailleurs, je venais, on m'a même enlevé j'avais pris 2 billets dans un taxi. On m'a débarqué, ou justement, on m'a fait changer de place pour embarquer un militaire qui avait vraiment des armes. On dit, il est lourdement armé, c'est ce que les syndicats m'ont dit. Et moi aussi, j'ai tenu à ce qu'on me restitue mon argent. J'ai pris mon véhicule, je suis venu à Conakry. Donc c'est une réalité aujourd'hui. On est dans quel pays? Il faut être dans la circulation nuitamment pour constater certaines choses. On est dans quel pays? C'est la question de Babila, et c'est ce qui nous amène au terme de cet autre numéro
de votre émission. Merci à vous tous à l'international. Merci à Saloum Kamara qui a géré les sons du côté de la radio et à toute l'équipe de la régie. Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mamoudou Kondé, Lamine Sidibé, Nala et Sidibé. Merci à vous tous à l'international. Les grandes gueules reviennent lundi avec Lamine Girassi aux commandes.